Bonjour. Donc, je suis Sébastien Brochot, préventeur, formateur au CRIAF Île-de-France, président d'une petite association de protection de l'enfance. Et à côté de ça, je développe des supports de prévention et d'éducation à la vie affective. Alors, on m'a demandé de réfléchir à cette question, comment aller vers une culture du consentement, la question de la prévention des violences sexuelles. Bon, alors d'abord, très rapidement, pour moi, le terme consentement, il est un peu flou, il n'est pas toujours très juste. Il se rapproche un peu du terme assentiment. Donc moi, je ne suis pas un grand fan de ce terme, parce que j'estime que consentement pourrait être un peu biaisé, c'est-à-dire qu'en insistant, je peux avoir un oui, et pourtant, ce n'est pas un consentement éclairé. Mais enfin bref, le terme n'est pas parfait, mais comme on n'a pas mieux, on fait avec. La notion de culture. La notion de culture, je trouve ça intéressant parce que ça renvoie quand même à plein d'échelles différentes. On parle à l'échelle internationale d'une culture occidentale à laquelle on appartient. Et ensuite, la culture propre à un pays, à une région. Parfois, il y a des cultures communautaires, des cultures qui renvoient à la religion. Et puis, sur le terrain, on parle beaucoup quand même de culture familiale. C'est aussi une culture, la culture familiale. Et la notion de culture, elle renvoie évidemment aux supports culturels. Les œuvres d'art, les films, les séries télé, les livres, les réseaux sociaux, c'est la culture. Et la culture, elle suit les aspirations d'un groupe. Donc, aller vers une culture, c'est un voyage sans fin, finalement, parce que la culture, elle bouge constamment avec le temps, et donc on ne verra jamais le bout du chemin. La culture, elle suit aussi les besoins d'un groupe, plus largement les besoins d'une espèce. On peut porter un regard très pragmatique sur la culture. Si demain notre pays est en guerre, ce que je ne souhaite absolument pas, évidemment, le regard qu'on portera sur la notion de consentement sera peut-être très différent. Et autre exemple, on voit quelques articles récemment. Si dans les prochains siècles, il n'y a plus assez d'humains fertiles, la notion de consentement, elle sera sans doute très différente, parce qu'il y aura une urgence à la survie de notre espèce. Il faudra redéfinir le consentement. Mais on peut tendre vers une culture qu'on estime, nous, là, aujourd'hui, en 2023, à travers le prisme de notre société occidentale, française, CSP+, bon, on peut tendre vers une culture qu'on estime plus juste, où la notion de consentement dans les relations sexuelles serait mieux appréhendée, c'est-à-dire mieux comprise, mieux respectée. Et alors on a vu, notamment avec le phénomène du hashtag MeToo, les nombreuses revendications qui ont suivi concernant les lois, les codes de notre culture, notamment les codes de la séduction. Bon, aujourd'hui, ça semble être une revendication sociale, un souhait, à la fois des sociétés, des médias, des politiques, et cette revendication, elle semble légitime, puisqu'elle vise à diminuer les violences sexuelles, et c'est quand même notre objectif. Alors, comment induire un changement culturel? Je dis souvent que la prévention des violences sexuelles, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut y aller tranquillement. Un changement sociétal, c'est-à-dire un changement qui va toucher à la structure, à l'organisation même et au fonctionnement de notre société, elle prend plusieurs décennies, voire plusieurs générations. Donc, il faut s'attendre à des périodes de recul, de régression, ou en tout cas à des interférences. Alors je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer, mais moi je crois que le consentement, en fait, c'est une notion de luxe. On a la chance de se poser cette question du consentement parce qu'on est dans un pays qui va bien, où la population est en sécurité, mange à sa faim. Le consentement, finalement, ce n'est pas une priorité pour la survie d'un peuple. La violence, c'est beaucoup plus efficace à court terme pour gérer les relations sociales. À court terme, voire à très très court terme. Le dialogue, l'empathie, le respect, ça demande beaucoup plus de temps et d'énergie, mais évidemment, c'est beaucoup plus sain pour le fonctionnement d'une société à long terme. Et c'est ce vers quoi on veut tendre aujourd'hui. Mais un changement trop rapide, avec notamment des revendications qui semblent parfois inadaptées, qui viennent bousculer nos normes, nos codes, ça provoque des réactions de protection.
et ça risque même parfois de s'avérer contre-productif. Évidemment, ce qui me vient en tête, en France par exemple, le retour de certains discours misogynes d'une autre époque, chez certaines personnalités médiatiques, slash politiques, slash présidentielles précédentes. Aux États-Unis aussi, hein, on voit l'annulation de lois qui semblaient acquises depuis des décennies, hein, des grosses marches. Donc, un changement culturel qui est souhaité, qui est revendiqué, mais qui serait mal conduit, finalement, c'est risqué. Alors, parmi les risques, il y a le risque d'une mauvaise utilisation des outils. Hein. En fin de matinée, Roland parlait des années 70. On peut se souvenir de certains supports d'éducation sexuelle qui se voulaient être des supports d'éducation sexuelle des années 70, qui semblent aujourd'hui tout à fait inadaptés, puisqu'ils incitaient à avoir des relations sexuelles entre adultes et enfants, par exemple. Il y a aussi le risque d'une mauvaise compréhension des messages. Hein, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, en tout cas ce que j'en comprenais. Hein, pendant la vague médiatique MeToo, je me souviens d'une journaliste d'Arte qui disait, alors c'est comme ça que moi je l'ai entendu, hein, en gros, une fille qui regrette une relation sexuelle après une soirée un peu arrosée, elle a forcément été victime de viol. Voilà. C'est un peu ce que tu montrais dans les commentaires YouTube tout à l'heure. Non, les choses sont quand même un petit peu plus compliquées que ça. Alors pour limiter ces risques, il faut se donner, je pense, des objectifs, un cadre éthique, et évidemment des outils adaptés qui seront utilisés par des professionnels formés à l'utilisation de ces outils. Bon, alors, côté objectif, on en a un dans les textes internationaux et nationaux, c'est la santé sexuelle. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, normalement c'est une notion qu'on connaît assez bien dans nos milieux professionnels. La santé sexuelle, c'est, me semble-t-il, l'objectif. Voilà, c'est validé, enfin, le ministère de la Santé aujourd'hui ne revient pas du tout là-dessus, c'est vraiment l'enjeu. Concernant le cadre éthique, moi je pense qu'on peut s'appuyer, là encore, sur les textes internationaux et nationaux, notamment ce que dit l'éducation nationale, dans le cadre des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle. Je reviendrai évidemment là-dessus. Les intervenants seront attentifs aux principes éthiques suivants. Promouvoir l'égalité, respecter les principes de laïcité et de neutralité. Ce n'est pas le cas, par exemple, en Belgique. En France, c'est ce qu'on demande. Promouvoir l'égalité, respecter les principes de laïcité, je l'ai dit, se référer aux lois en vigueur, aux valeurs humanistes, s'inscrire dans la sphère publique, permettre de poser des limites entre l'intimité et l'espace public. Ça, c'est le gros enjeu avec les réseaux sociaux, notamment avec les adolescents aujourd'hui. Et puis, dernier point, partir des préoccupations, des interrogations des jeunes et favoriser les échanges entre eux, évidemment. Alors, maintenant, les leviers ou les moyens utilisés, ce sont, comme je le disais à l'instant, les séances d'éducation à la vie affective, donc des supports adaptés et évidemment des formations pour que les professionnels puissent animer des séances avec ces outils-là. Mais on peut aussi s'appuyer sur d'autres leviers, comme les supports culturels et les médias. Alors, dans le CRIAS dans lequel je travaille, on est régulièrement sollicité par des auteurs, pas des auteurs de violences sexuelles aussi, mais des auteurs-auteurs qui écrivent, des auteurs de scénarios de films, de séries télé, de romans, hein, des écrivains, des journalistes d'investigation, parfois des futurs journalistes en formation. Et on prend le temps de les accompagner, de leur proposer un autre regard, un autre discours qui va dans le sens de ce qui nous semble être le plus aidant pour la société. Ça passe aussi par là. Alors concrètement, les moyens, des rencontres, des formations, je le disais, j'insiste, des interventions et une multiplication de supports. Alors évidemment, la qualité doit primer sur la quantité, mais la quantité, elle permet aussi de proposer différents points de vue sur un sujet qui est quand même complexe. Donc c'est aussi une richesse. Alors certains supports sont très militants, peuvent nous heurter. Mais moi c'est le cas, il y a des supports de prévention sur le consentement qui me heurtent vraiment. Je les trouve parfois contre-productifs. Mais je les trouve aussi intéressants.
Parce que ça permet de savoir aussi quels discours peuvent être aujourd'hui proposés aux jeunes, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc ça m'amène à parler de la cible, à qui est-ce qu'on s'adresse pour aller vers une culture du consentement, auprès de qui est-ce qu'on peut intervenir pour induire ce changement culturel? Auprès de tout le monde. Alors bien évidemment, on va penser tout de suite aux enfants, aux adolescents, mais aussi les parents, les grands-parents, les professionnels qui les entourent. On regrette parfois, en tout cas c'est le discours de certains professionnels en formation, qui me disent regretter qu'il n'y ait pas un diplôme ou un permis pour devenir parent. Un diplôme de parentalité. Alors effectivement, il faut sensibiliser, accompagner les futurs parents. Eux-mêmes ont évidemment un rôle à jouer. Alors je dis souvent que la prévention des violences sexuelles auprès des enfants, elle commence au moment où les futurs parents décident de concevoir un bébé, ce n'est pas sur le moment même, dans la conversation qu'on va avoir avant, ou au moment où on décide de garder un bébé. Si à ce moment-là, déjà, ces futurs parents prennent le temps de se questionner sur leur motivation, on gagne déjà un temps fou. Notamment en temps de séance de psy pour le futur gamin. Donc, qu'est-ce qui motive le fait de donner la vie? Est-ce qu'on fait un enfant pour se sentir moins seul? Pour qu'il réalise des rêves qu'on n'a pas pu réaliser? Pour transmettre un nom de famille, un héritage? Déjà là se joue la question du consentement. Dès la naissance, on est déjà dans une sensibilisation directe au consentement. Par exemple, quand on change l'enfant, qu'on sent les contacts qui sont agréables ou désagréables pour le nourrisson. Il faut apprendre aux adultes à écouter le langage corporel du tout petit bébé et à respecter ses limites. C'est le début de l'apprentissage du consentement. Et il faut aussi, évidemment, accompagner les parents et les futurs parents qui viennent d'autres cultures, si on veut induire un changement culturel. Ça commence parfois avec le soutien qu'on apporte ou qu'on n'apporte pas aux mineurs non accompagnés, les MNA qui arrivent en France, et qui doivent d'abord être protégés, étape indispensable pour passer à la suite, c'est-à-dire la transmission des valeurs de notre pays, des codes sociaux, et notamment des codes de la séduction, pour qu'ils puissent se construire, ou poursuivre leur construction dans cette nouvelle culture qui découvre, l'enjeu étant qu'ils puissent établir des relations saines, épanouissantes ici, avoir des enfants dans notre culture qui grandissent avec ces nouveaux codes culturels. Alors, qu'est-ce qui fonctionne en prévention des violences sexuelles? Désolé, il n'y a pas de solution magique. Il n'y a pas de solution magique et il est difficile en plus d'analyser l'impact des approches et des campagnes parce que ça nécessite évidemment de mettre en place des cohortes sur plusieurs décennies, mais on a quand même des éléments de réponse, notamment grâce à des travaux qui ont été soutenus par les Nations Unies. Alors je ne vais pas vous faire tout le détail, la méthode, tout ça, je vais aller directement à la conclusion. En gros, ce qui fonctionne, on s'en doutait, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire, avant qu'il y ait moins de problèmes. Et dans des approches globales, transversales, holistiques, c'est-à-dire qui considèrent un maximum de facteurs. Et parmi les actions qui semblent être les plus efficaces par rapport à la notion de consentement et la prévention des violences sexuelles, figurent celles qui s'adressent justement aux futurs parents et aux jeunes parents, ce dont je parlais il y a un instant. Alors je vais vous montrer quelques exemples. Des exemples de supports de sensibilisation, de prévention. Je ne vais pas faire une revue, un catalogue de supports, mais je vous en montre quand même certains pour que vous fassiez une petite idée. Il y a notamment le projet Lanterne de la Fondation Marie-Vincent, je ne sais pas si elle vous parle, Fondation Marie-Vincent au Québec, qui est très active dans la prévention des violences sexuelles, s'occupe de prise en charge, mais aussi de prévention. Et elle a notamment donc lancé ce projet Lanterne qui s'intéresse à la prévention des violences sexuelles durant la petite enfance. Alors je vais vous montrer une vidéo qui est proposée aux jeunes parents sur cette question de la prévention. L'éducation à la sexualité commence dès le plus jeune âge. À tous les jours, votre enfant apprend à travers les gestes que vous posez. Par exemple, vous démontrez une affection saine avec votre partenaire. Vous nommez correctement les parties de son anatomie, dont ses parties sexuelles. Vous vous intéressez à ce qu'il raconte et vous répondez à ses questions.
Vous favorisez le jeu entre les filles et les garçons. Vous lui montrez à se laver seul en lui mentionnant que certaines parties de son corps sont intimes. Vous le laissez choisir s'il fait des câlins, peu importe qui les demande. Vous l'aidez à identifier et à exprimer ses émotions. Vous fermez la porte au moment de vous changer. L'éducation à la sexualité fait partie du quotidien de chaque famille. Pour voir d'autres gestes que vous pourriez poser, visitez le marievincent.org. Donc voilà une vidéo, il y en a d'autres, que vous pouvez conseiller par exemple à des parents ou à des futurs parents quand ils vous questionnent sur ce qu'est cette éducation à la sexualité dans la mission parentale. Voilà des éléments. Puis il y a des petits livrets qui existent, il y a aussi des livres pour les parents, mais aussi pour les enfants à partir de l'âge de 2 ans. Alors, j'interviens régulièrement auprès de certaines équipes d'éducation nationale. Je suis allé dans une école maternelle, je sais que ça se fait un peu ailleurs, mais là, dans cette école maternelle, il y a une enseignante qui propose, en binôme avec l'infirmière scolaire, tous les ans, des ateliers massage pour les enfants. Et donc l'enjeu, c'est de mettre en place un petit rituel pour que les enfants apprennent à se demander avant de toucher l'autre. Voilà, ils se posent la question. Et puis après, donc, ils font un petit massage, puis après, ils inversent les rôles. Donc vous voyez, ça, c'est une activité quand même qui est très simple à mettre en place. Ça ne demande pas de matériel. C'est un outil concret, c'est un outil efficace pour apprendre le consentement. C'est déjà de l'apprentissage du consentement. Et vous voyez que c'est une action de prévention des violences sexuelles et c'est en rien inadapté ou anxiogène pour des enfants de maternelle. La prévention peut commencer très tôt. Voilà, on n'a pas besoin de parler de sexualité génitale, bien évidemment. Alors, je crois beaucoup aux séances d'éducation à la vie affective et sexuelle, vous avez compris, d'éducation sexuelle, ou d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, tous ces termes-là désignent la même chose. Je voulais vous montrer un extrait d'une séance qui pointe une problématique qui est un peu récurrente chez certains parents. Est-ce qu'il faut ou non forcer ses enfants à faire la bise pour dire bonjour? Aujourd'hui, on pense qu'il est préférable de ne pas imposer à un enfant un contact physique qui le met mal à l'aise, sauf si c'est évidemment pour sa sécurité. Ça n'empêche pas d'apprendre la politesse. Dire bonjour, c'est pas la même chose qu'avoir le gros bisou baveux de Tata Simone qui pique et tout. Voilà. Bref. Et ça nécessite évidemment de sensibiliser les parents, en premier lieu, les Tata Simone aussi, éventuellement, c'est plus compliqué. C'est plus dur, mais ça nécessite aussi d'apprendre aux enfants à verbaliser leurs ressentis. Dans une société parfaite, ce ne serait pas aux enfants d'apprendre à se protéger de ça. Le fait est qu'on n'est pas dans une société parfaite, donc il faut apprendre aux enfants à verbaliser leur mal-être, leurs ressentis. Alors je vous montre un extrait d'une séance d'un programme néerlandais que j'aime beaucoup. Le programme néerlandais, il s'appelle Spring Fever, enfin c'est en néerlandais, donc aux Pays-Bas, mais ils l'ont exporté en Angleterre et ils l'ont traduit par Spring Fever, la fièvre printanière. Wat vind je een fijn gevoel, wat vind je geen fijn gevoel? Durf je dat dan ook te zeggen? Waarom mag papa en mama je wel knuffelen en een tante die je niet goed kent, waarom heb je daar al moeite mee? Durf je dat dan ook te zeggen? Dan komt er een tante op bezoek die je nog bijna nooit hebt gezien. En die wil jou ook een kus geven, Lula. Wat voor gevoel heb je dan? Een tante die je niet goed kent of een mevrouw. Zou je die dan ook meteen een kus willen geven, Lila? Nee, niet meteen, moet je ze een beetje beter kennen. Durf je dat dan ook eens te zeggen? Ja. Zullen we dan eens spelen samen? We spelen die mevrouw. Jij probeert het te zeggen dat je het niet wil. Ik kom binnen. Hallo. Oh, dat heb ik jou wel niet gezien, Milan. Vorige keer was je nog zo'n klein jongetje. Oh, wat ben je toch een grote vent. Mag ik je een kus geven? Nee? Oh. Wat kan ik je dan geven? Een hand. Oh. En een aai over je bol. Is dat goed? Nou, goed gedaan, Milan. Maar vinden jullie dat moeilijk om tegen iemand te zeggen, nee, ik wil het niet? Is dat moeilijk? Wat je in de klas terugziet, daar kan ik het alleen toetsen. En dan zie ik wel dat daar kinderen sterker door worden. Voilà.
Je la trouve intéressante cette séance. Il faut prendre en compte aussi que ce jour-là, il y avait une caméra qui filmait. Ça a pu impacter aussi les réactions, hein, notamment la temporalité, parce que parfois elle va assez vite avec l'enfant. C'est aussi parce qu'il y a une caméra ce jour-là. Bon, et ça nous renvoie à ce qui me semblait être la clé de la prévention des violences sexuelles, et donc un apprentissage du consentement. Tout à l'heure, j'en parlais, les compétences psychosociales. Alors les compétences psychosociales, pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vous montre la liste historique, hein, elle a été un peu réécrite depuis, mais j'aime bien cette liste, les 5 paires de compétences. Compétences psychosociales, un ensemble de capacités, donc 10 en tout, qui permettent à une personne de gérer sa vie quotidienne, ses relations avec les autres, en étant épanouie et en adoptant un comportement approprié dans un environnement donné. Voilà. Là, on y est dans le consentement au sens très très large, pour toutes les relations dans la vie, voilà, toutes les relations sociales. Alors, 5 paires de compétences, on peut se questionner sur ses propres compétences, hein, c'est-à-dire qu'avant d'intervenir auprès de patients, d'enfants, bon, on peut transmettre que ce qu'on a précédemment acquis, donc on peut se questionner sur ses propres limites, est-ce qu'on a encore à bosser nous-mêmes en tant que professionnel, savoir résoudre les problèmes et savoir prendre des décisions, avoir une pensée créative et avoir une pensée critique, savoir communiquer efficacement et être habile dans ses relations, avoir conscience de soi et avoir de l'empathie pour les autres, savoir gérer ses émotions et savoir gérer son stress, qui renvoie à l'intelligence émotionnelle. Voilà. Pour moi, là, on est vraiment dans les fondations de la prévention des violences sexuelles. Encore une fois, ce n'est pas une baguette magique, hein. Certaines personnes qui ne seront pas accessibles à ça. Voilà, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ça qui fonctionne. Non. Mais c'est un outil qui me semble très pertinent quand il est bien utilisé. Alors, justement, il existe une multitude d'outils pour améliorer l'apprentissage des compétences psychosociales. Il y a notamment la BOT, qui est développée par le CRIAF Languedoc-Roussillon, qui organise cette journée, et qui propose des activités pour les enfants et les adolescents de 5 à 18 ans sur différentes thématiques, dont les compétences psychosociales, avec des séances qui vont être réunies dans un classeur ou en format numérique, sous forme de fiches d'activité avec des supports. Je vous montre un exemple de fiche sur les compétences psychosociales, justement. Donc vous voyez là, c'est une activité pour les 14-18 ans. Hein. C'est sur l'empathie. Donc vous voyez que chaque compétence psychosociale peut renvoyer à des activités concrètes pour une tranche d'âge donnée. Et là, c'est une séance où les jeunes, les adolescents vont travailler à partir de témoignages qui vont être lus puis discutés entre participants. Je vous montre un autre exemple, désolé pour l'autopromo, j'ai développé moi-même un programme d'éducation à la vie affective et sexuelle. C'est un programme qui s'appelle EdSens, éducation, sensibilisation à la vie affective et sexuelle. Et je propose 7 séances par année scolaire, c'est ce qui me semble être un minimum. Dans la loi, c'est 3. Dans la réalité, quand c'est 1, on est content. 7 séances par année scolaire, de la toute petite section de maternelle. Moi, je commence à 2 ans, même si cette année-là est optionnelle et n'existe pas dans toutes les écoles maternelles, jusqu'à la terminale. Voilà. Donc il y a des programmes de séances pour se préparer à intervenir. Là, je vous ai montré voilà, les séances pour la 6e, au début du collège, avec à chaque fois des thématiques. Et puis pour se préparer à intervenir, en plus des formations, parce qu'évidemment des bouquins ça ne suffit pas, il faut des vraies formations, mais le bouquin c'est déjà un début. Je propose des cahiers pour les intervenants avec une reprise des principales recommandations de l'éducation nationale, un rapide historique de l'éducation sexuelle, hein, parce qu'il faut quand même savoir où on met les pattes, d'où on vient, pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui, et puis un assez long questionnaire pour mener un petit travail d'introspection, vous voyez une des pages ici, pour se questionner sur ses propres motivations et faire le point évidemment sur ses connaissances. Et puis, il y a donc des cahiers avec des éléments qui concernent le recueil de la parole et les obligations de signalement, puisqu'évidemment, à partir du moment où on commence à intervenir auprès d'enfants et d'adolescents, il faut être en capacité de repérer et de signaler aux autorités les mineurs qui sont en danger. Il faut savoir comment faire, bien évidemment. Alors pour info, il y avait notamment la question sur la visio tout à l'heure. Il y a aussi des programmes pour tous les âges, y compris les adolescents, pour se préparer à intervenir
auprès de personnes en situation de handicap mental. Donc j'ai créé aussi un programme qui s'appelle cette fois EdSex. Et puis j'ai créé, là je l'ai sorti il y a une dizaine de jours, le programme Sensoprev, puisque c'est une demande qu'on a de plus en plus au sein des entreprises ou des services publics, de travailler aussi la prévention des violences sexistes et sexuelles, puisqu'évidemment l'apprentissage du consentement, il continue aussi dans la vie adulte, y compris donc à l'université, ça on le voit, et puis dans le milieu professionnel, tout au long de la vie, on doit travailler cette question-là du consentement. Alors je parlais il y a un instant de la séance sur l'empathie proposée par la BOTE, qui s'appuie sur des témoignages. Eh bien, Santé publique France a également publié des témoignages sur les vécus concernant les premières relations sexuelles d'adolescents ou de jeunes adultes. C'est proposé sous la forme d'un podcast et ça s'intitule « OK, pas OK ». Et c'est un support assez intéressant pour travailler sur le consentement. Alors justement, Santé publique France nous a demandé, au CRIAF Île-de-France, de créer un livret de séances de sensibilisation au consentement pour intervenir au collège et au lycée, qui reprend à la fois leurs témoignages audio et les vidéos d'un site dont je vais parler dans un instant, consentement.info. Il n'est pas encore publié, il est en phase de validation depuis 2019, et Santé publique France, c'est des grosses structures, plein de validations. Mais il devrait sortir bientôt. En tout cas, toutes les 3 semaines, on nous dit que ça va sortir bientôt, donc ça va sortir à un moment donné. Et donc il y aura ces séances qui seront distribuées gratuitement, ce livret sera distribué gratuitement et tous les supports sont gratuits. Voilà. Alors, on a aussi développé des expositions de prévention pour différents publics. Alors on en a une pour les adultes, vous avez dans votre pochette un petit dépliant là-dessus. Donc pour les adultes, c'est une expo en 6 affiches qui permet de mieux prévenir les violences sexuelles sur les mineurs. Et puis là, l'expo que vous voyez, c'est pour les enfants, et on va s'appuyer vraiment sur le développement des compétences psychosociales. C'est un apprentissage par le jeu de la notion de consentement, en développant notamment l'intelligence émotionnelle. Vous voyez, il y a une affiche « Je peux imaginer ». Donc là, on va travailler sur la confiance en soi et la connaissance de soi. Je peux respecter, on va travailler sur la connaissance de la loi à une échelle enfant, bien évidemment, pour les élémentaires, là on est sur du 6-10 ans. Je peux me confier, donc là c'est la différence entre les bons et les mauvais secrets, le grand classique. Je peux me relaxer, des techniques pour gérer son angoisse, pour pouvoir s'adresser éventuellement à un adulte si on a besoin d'aide. Et donc pour ça, dernière affiche, il faut pouvoir repérer les adultes référents qui vont pouvoir nous apporter de l'aide. Et je dis bien les adultes référents, parce qu'il ne faut pas apprendre aux enfants à se confier à un adulte quand il a une difficulté, mais à plusieurs adultes, puisque 50% du temps, les adultes, le premier adulte n'en fait rien de cette demande d'aide, où il ne réagit pas comme il faut. Donc il faut apprendre aux enfants à demander l'aide à des adultes. Et donc on a fait aussi une expo, alors c'est des affiches au format A2, et donc on vous les envoie par la poste, pliées en 2, pour ça pas une trop grosse enveloppe, et ça peut se balader partout, ça vous appartient, après vous pouvez mettre ça partout. Donc ça c'est pour les adolescents, on a appelé ça égalité et consentement, et c'est également une sensibilisation à la notion de consentement sous une forme ludique, puisque c'est des jeux. Donc là il y a les jeux qui sont là, puis après ils peuvent scanner un QR code pour avoir des quiz. Il y a notamment un petit questionnaire pour justement travailler sur la notion de zone grise. C'est 6 questions pour savoir si ma relation elle était OK, par rapport à la différence d'âge, au lieu où ça s'est passé, à ce que j'ai pu dire ou ne pas dire, par rapport à ce que je ressentais. Voilà. On va accompagner les adolescents là-dessus. Évidemment, le site il est accessible, adapté au smartphone, puisque c'est fait pour les adultes. Voilà. Donc là, c'est des jeux aussi, évidemment, comment séduire. Viens tester ta capacité au choc, à la choquance, parce que les ados, ils n'arrêtent pas de dire oh, « je suis trop choqué », moi je suis choqué. Les limites par rapport à ce que tu partages sur les réseaux sociaux, et puis c'est quoi le consentement. La fiche qui est tout à droite, c'est autour des connaissances sur la loi, bien évidemment, notamment par rapport aux images pédopornographiques, les nudes, grosse problématique du moment. Alors, on a fait ça aussi en format kakémono, et en ce moment, cette exposition, elle circule à Paris,
dans ce qu'on appelle les centres Paris-Alim. À Paris, on appelle comme ça les MJC, les Maisons des Jeunes et de la Culture. Donc elle tourne dans différents centres de la ville, et je suis allé former des médiateurs des centres Paris-Alim qui appartiennent à la Ligue de l'enseignement pour qu'ils puissent animer des séances de sensibilisation auprès d'adolescents et de jeunes adultes, puisque ça va jusqu'à 30 ans, leur public. Alors ça ressemble c'est un jeu, en gros, hein, il y a un petit comptoir, vous le voyez, il y a une roue, des buzzers, et puis il y a un quiz, et ils peuvent se l'approprier, hein, les animateurs de ces centres, pour sensibiliser les jeunes qui viennent, et évidemment, pour orienter, repérer et orienter ceux qui sont en difficulté par rapport à la notion de consentement sexuel. Alors, ces supports-là, ils renvoient vers un site qu'on a créé, qui s'appelle consentement.info, et je vous parlais tout à l'heure des discours qui sont parfois mal transmis par les médias sur le consentement. Ben justement, c'est ce qui m'a motivé, moi, en 2018, en pleine vague MeToo, à développer ce site internet. L'objectif, c'était de sensibiliser les jeunes de 15-25 ans à la notion de consentement sexuel, sans leur donner un mode d'emploi, j'y reviendrai, mais en leur donnant des billes. Alors ça donne des vidéos un peu décalées, et une chanson absolument insupportable, je suis désolé. Je peux le dire, c'est moi qui l'ai écrite, hein. Vous allez la voir dans la tête pendant 3 semaines. Donc le clip a été vu 4 millions de fois, ça a bien pris sur les réseaux sociaux, ça a été bien partagé par les internautes. Donc voilà un extrait du clip de la chanson du consentement. Un extrait, ça dure 4 minutes 30. Je vous ai mis un bout. Avance rapide. Voilà. Vous comprenez que c'est une parodie. Hein, c'est kitschissime, c'est voulu. L'idée, c'est qu'ils réagissent. C'est quoi ce truc bizarre? C'est une parodie un peu des clips années 80 et Jacques Lowe. Je ne sais pas si vous avez un peu les références. Mais voilà. Donc on voulait que ce soit ce truc bizarre. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Puisque donc faire le buzz pour après attirer les adolescents et les jeunes adultes vers le site consentement.info, où là on propose d'autres vidéos qui sont également décalées, mais qui vont avoir un peu plus de fond. Il y a déjà des réponses par rapport au consentement là, mais on va un petit peu plus loin. Et donc, pour répondre à des questions comme si j'ai pas dit non, est-ce que c'est un viol? Hein, on va pouvoir parler de la sidération, par exemple. À partir de quel âge est-ce que je peux consentir? Là, on va parler de la capacité de discernement, hein, et du désir. Comment dire stop? Ou encore, comment savoir si c'est non? Comment pouvez-vous être sûr que quelqu'un a envie d'avoir des relations sexuelles avec vous? Eh bien, il n'y a qu'un seul moyen. Il faut que l'autre vous le dise. J'ai besoin de volontaires. Votre partenaire doit être d'accord et doit vous donner son consentement. Ça veut dire que les deux personnes sont d'accord pour faire ce qu'elles font ensemble
et qu'aucune des deux n'a eu de pression ou n'a été menacée pour le faire. Et attention, rester silencieux, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des signes qui mettraient sur le bon chemin pour savoir si l'autre a du désir pour vous? Nous sommes allés interroger la psychologue Nora Letton. Pour savoir si l'autre personne a les mêmes envies que vous pouvez regarder ses réactions. On appelle ça le langage corporel. Est-ce qu'elle approche sa tête de la vôtre ou est-ce qu'au contraire, elle a un mouvement de recul quand vous cherchez à l'embrasser? Est-ce qu'elle a l'air heureuse d'être là ou un peu mal à l'aise? Est-ce qu'elle réagit à vos baisers en vous caressant et en vous embrassant ou est-ce qu'elle reste passive, sans trop bouger? Tous ces signes vous indiquent si l'autre partage votre désir. Si vous avez des doutes, demandez-lui simplement, en la regardant dans les yeux, si elle a envie de faire l'amour avec vous, ou si elle a envie de se déshabiller, ou si elle vous autorise à la déshabiller. C'est encore plus important si c'est la première fois que vous faites des trucs ensemble. Avant de passer à l'étape suivante, assurez-vous que l'autre est partant. Et il faut que chacun se sente libre de dire stop à tout moment si les choses vont trop loin ou trop vite. Et il faut que l'autre accepte ça, sans chercher à faire pression ou à critiquer son partenaire. Soyez honnête avec vous-même et exprimez clairement vos envies et vos limites. C'est le meilleur moyen de prendre du plaisir. Ça y est, bon, ça va là. Vous l'avez compris, on ne demande pas à quelqu'un de faire un truc avec lequel il ne se sent pas à l'aise. Non, il est tard. Dans les relations sexuelles, il faut que les deux aient envie des mêmes choses. Insister ou dire oui par politesse, croyez-moi, ça fait des relations pourries. Des mauvaises relations et des mauvais souvenirs. Et le meilleur moyen d'emballer, c'est d'être à l'écoute et de respecter l'autre. Prenez votre temps, ne précipitez pas les choses. Sur le moment, vous pouvez penser, mais elle avait dit oui, et puis maintenant elle dit non, elle est chiante, c'est vraiment une allumeuse. Mais rappelez-vous que le désir, c'est pas automatique. Ça vient et ça s'en va, et chacun a le droit de dire stop librement et sans avoir à subir de pression. Souvent, ça prend du temps de se sentir à l'aise dans les relations sexuelles. Et si vous avez envie d'essayer quelque chose de nouveau, parlez-en d'abord ensemble pour que les choses se passent bien. Expérimentez, mais toujours avec l'accord de l'autre. Le plaisir, ça se partage. Vous pouvez utiliser gratuitement donc ces vidéos, les télécharger. Ça peut être un support de réflexion avec des jeunes pour voilà, un média dans des séances médiatisées pour engager la parole et la réflexion. Donc notre souhait avec ces vidéos, c'est aussi de montrer qu'il y a des techniques, des petites astuces, des moyens de questionner son désir, ses limites, mais qu'il n'y a pas un mode d'emploi du consentement. Parce que finalement, c'est un peu ça le risque aussi en voulant imposer une culture du consentement, c'est de fournir un mode d'emploi du consentement qui se restreindrait à une seule vision, une seule approche. Et le consentement ne peut pas se résumer à un mode d'emploi parce que ça renvoie au ressenti. Et le ressenti et la capacité de ressentir n'est pas la même d'une personne à l'autre. Donc je rajouterais dans les risques, je citais un peu les risques tout à l'heure, si on s'en tient à un discours imposé sur le consentement, le risque c'est celui qu'on entend parfois un peu dans la presse ou ailleurs, le risque d'une injonction au désir et par extension d'une injonction au plaisir. Mais si on dit aux adolescents qui entrent dans la sexualité qu'une relation sexuelle doit absolument être totalement souhaitée, sinon c'est une agression sexuelle, je pense que ça peut créer beaucoup de confusion. Il ne faut pas oublier que quand on entre dans la sexualité, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. On est perdu d'abord dans les codes de la séduction, on est perdu sur les normes, on est perdu sur ses propres ressentis. Et donc si on impose aux jeunes d'être vraiment
totalement sûrs d'eux avant d'avoir la moindre relation sexuelle, on aura rapidement un problème de croissance démographique. Alors vous me direz, ça résoudra peut-être une problématique climatique, mais enfin, c'est pas la question. Alors, comment dire oui à quelque chose qu'on ne connaît pas à l'adolescence, hein? Comment distinguer, quand on est ado, ce qui relève de la maladresse et ce qui relève d'une agression sexuelle? Comment différencier une relation sexuelle décevante, ou juste où on n'a pas pris son pied, on n'a pas pris de plaisir, d'une relation sexuelle imposée? Comment différencier une méthode de séduction un peu bancale, maladroite, d'un harcèlement sexiste? Ben, il n'y a pas une réponse, il y a des réponses. Donc, il faut accompagner. Accompagner, ça demande du temps et de l'énergie. Il faut qu'on pense à mettre, je crois, de la nuance dans nos discours pour éviter de faire porter aux adolescents et aux jeunes adultes notre propre peur de les voir confrontés à des situations de violence sexuelle. Alors, j'aurais pu vous présenter des dizaines de supports sur le consentement, mais vous pouvez aller les chercher sur le site violencesexuelle.info, il y a une petite rubrique qui s'appelle Sensibiliser, presque par âge, par public. Pour conclure, alors, je crois que pour aller vers une culture du consentement, il faut d'abord se questionner sur ce que nous-mêmes, à titre individuel d'abord, pouvons changer de notre comportement dans notre vie personnelle, professionnelle et sociale pour aller vers cette culture du consentement. Et dans un second temps, il faut se questionner sur ce qu'on peut changer en tant que citoyen, en tant que groupe, pour aller vers cette culture. Je ne crois pas que ça doit passer par des changements de loi trop rythmés, trop récurrents, ou des discours militants pour renverser la culture. Je crois que ça doit se faire tranquillement, par des formations, la mise en place d'une éducation à la vie affective et sexuelle dès le plus jeune âge, par des discours nuancés, positifs. Il faut créer du lien dans la société entre les individus. Parce que le consentement, c'est l'opposé du chacun pour soi. C'est la capacité à vivre ensemble en s'écoutant et en se respectant. Et ça nécessite, pour nous individus, pour nous citoyens, pour nous professionnels, de travailler dans l'écoute et la bienveillance. Donc ça concerne tout le monde, et ça demande, comme je le disais, beaucoup de temps et d'énergie, mais il me semble que c'est le meilleur moyen de parvenir à une culture du consentement.